Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mediator at Home. Mediator at Home qui est l'une des activités en ligne organisées par le planétarium de la ville de Vaux-en-Velin et qui va nous permettre de discuter ensemble, de parler de différentes choses. Alors vous le savez, il y a 3 rendez-vous dans la semaine. Le lundi, Astronomer at Home, donc on invite un ou une scientifique à discuter avec nous de ses recherches. Le mercredi à 16h, c'est un petit peu plus détendu. Là, on n'invite personne, il y a juste un médiateur ou une médiatrice du planétarium. On s'était déjà retrouvé la semaine dernière où on avait parlé du ciel, on avait utilisé Stellarium pour voir un petit peu ce qu'on pouvait retrouver dans le ciel. On refera certainement encore ça, je pense, une fois au mois de décembre, parce qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver et dont j'ai pas encore eu le temps de vous parler. Cette semaine, on va faire différemment. On va toujours parler du ciel et de l'espace, mais on va utiliser un autre logiciel. En fait, il s'agit d'un jeu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mécanique spatiale, de fusées, de tour autour de la Terre, de l'espace, de conquête de l'espace. Voilà, donc on va utiliser un jeu qui s'appelle KSP, je vais vous en parler juste après. On va construire des fusées et puis on va monter jusqu'à là-haut pour voir comment ça se passe. Et puis le vendredi, c'est Camille qui, elle, s'occupe de YouTuber at Home à 18h avec un YouTuber ou une YouTubeuse. Voilà, qu'on retrouvera évidemment aussi ce vendredi. Voilà. Cette semaine, c'est moi qui ai le plaisir d'animer ce médiateur at Home. La semaine prochaine, donc mercredi prochain, ce sera Camille qui vous fera encore qui vous trouvera encore une autre manière de s'amuser avec le ciel et l'espace. Alors, bonjour à tous, bonjour Dakites, bonjour Harper6, salut Arnaud, bonjour Vieux Monsieur, bonjour Colline, Space Orion 42, salut Yennès, Scoutella, Thomas Scrap, voilà, on a un petit peu tout le monde, bonjour Anna, salut tout le monde. Alors, parce que là je reconnais quelques-uns, pour les fans inconditionnels experts de KSP, vous n'allez pas forcément apprendre beaucoup de choses. L'idée c'était pas forcément juste de vous laisser me regarder jouer, mais c'est comme toujours de discuter ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour les fans hardcore de KSP, comme je disais, on va pas apprendre énormément, enfin vous n'allez pas apprendre énormément de choses sur le jeu. J'ai moi surtout envie de me servir de ce jeu pour pouvoir parler de l'espace, donc pour illustrer un certain nombre de choses, un certain nombre d'exemples. Voilà, si jamais vous voulez réagir, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas non plus. Je ferai des allers-retours réguliers entre le jeu et le chat pour discuter, répondre avec vous. Vous pouvez aussi discuter entre vous. N'hésitez pas. Voilà, salut Germalvis, Arcevius. On en a quand même pas mal qui sont ici. Donc, on se retrouve, je vous le disais, sur KSP. Qu'est-ce que c'est que KSP? Je vais vous le montrer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est ce petit jeu. Où on voit 3 petits bonhommes, donc ce sont des Kerbal, Kerbal Space Program, c'est le nom de l'espèce, donc 3 petits Kerbal qui sont en train de flotter au-dessus de leur planète Kerbin, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à notre planète Terre. Donc il y a effectivement tout un petit système solaire qui ressemble globalement au nôtre, avec une planète rouge comme Mars, avec Jupiter, avec le Soleil, etc., qui ont des noms un petit peu différents, qui ont des formes, des tailles différentes, mais globalement on peut toujours se servir de tout ça pour illustrer comment est-ce qu'on va dans l'espace. Il y a même des modes qu'on peut utiliser pour transformer les planètes du jeu en des planètes qui ressemblent vraiment à la Terre, Mars, Vénus, Jupiter. Moi j'ai décidé d'utiliser vraiment le jeu tel quel, sans quasiment rien ajouter. Juste pour qu'on puisse faire des analogies en fait, comme on n'a pas tous forcément l'occasion de monter dans l'espace, et bien on va pouvoir le faire virtuellement. Voilà,
Colline me demande si c'est des lapins crétins. Alors, ils ont l'air un peu crétins, mais vous allez voir, c'est toujours un plaisir de leur faire les pires accidents possibles dans l'espace. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer tout simplement avec un premier objectif qui va être pour nous simplement déjà d'atteindre l'espace. Alors j'ai commencé à préparer une petite partie hier soir qu'on va commencer maintenant. Une petite partie dans laquelle tout est complètement débloqué. C'est un jeu qu'on peut jouer de différentes manières, un jeu dans lequel on va petit à petit gagner doucement de l'argent, acheter des pièces pour avoir des fusées de plus en plus performantes, donc avec tout un système de points d'expérience, de points de science et d'argent que l'on gagne. Ça c'est une première manière de jouer. Là j'ai pris la deuxième, c'est-à-dire dans laquelle on a toutes les pièces de débloquer dès le départ, et on va juste se servir de ce dont on a besoin pour partir un petit peu voir ce qui se passe là-haut. Donc là on a notre base spatiale. Alors cette base, il y a plusieurs bâtiments qui se trouvent autour de nous. Nous on va principalement utiliser le bâtiment central là, qui va nous permettre de construire des fusées. Et puis une fois construites, on va les emmener sur le bâtiment qui est au fond là-bas, qui est le pas de tir. Donc on va pouvoir voir ce que nos lanceurs virtuels sont capables de faire. Nous sommes au bord de la mer, voilà, au milieu de la journée. Et puis on va aller à l'intérieur, hop, dans le VAB, le Vehicle Assembly Building, donc l'espèce de hangar dans lequel on va pouvoir assembler nos fusées. Et évidemment, pour envoyer quelque chose dans l'espace, la première chose dont on va avoir besoin, ça va être une petite capsule dans laquelle on va mettre notre petit Kerbal. Donc cette capsule, elle se trouve ici, voilà. Donc on peut faire le tour un peu. Le Kerbal est déjà mis à l'intérieur, il est dedans. Il attend qu'on l'envoie là-haut. Alors une première chose que je vais vous demander, parce que évidemment je vais pas être le seul à parler. Admettons que j'ai envie d'envoyer quelque chose dans l'espace, évidemment je vais avoir besoin de plusieurs éléments de base pour construire cette fusée. Alors dites-moi dans le chat ce qu'à votre avis je vais avoir besoin pour construire une fusée opérationnelle qui permette de lancer, de faire mon premier lancement. Je vais le faire avec vous, je vais mettre les pièces qu'on me demandait de mettre, et puis on va le tester ensemble, voir si on a rien oublié, et voir si on arrive à faire quelque chose avec tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai une charge utile, j'ai des propulseurs, et j'ai des réservoirs. Dakites me propose un incendie contrôlé. Alors, ça c'est très intéressant ce que tu me dis, incendie contrôlé. C'est vrai que quand j'étais tout petit, quand j'étais enfant, je me demandais où est-ce qu'on mettait les morceaux de bois pour faire du feu en dessous de ma fusée. Effectivement, on voit des flammes qui sortent de la fusée. Pourquoi est-ce qu'on y met le feu? Ça c'est une question qui est très intéressante. Et on va y revenir. Chez RP6 évidemment, qui veut déjà mettre tous les boosters possibles et imaginables pour tout faire péter. Je te remercie pour l'avis de notre petit Kerbal qui est à l'intérieur. Oxygène. Alors l'oxygène dans le jeu, ça pose pas de problème. L'oxygène est déjà dans la capsule Timaka. Et même quand on sera dans l'espace, il a déjà sa petite combinaison spatiale. Donc ce qu'on va pas simuler, nous, c'est la faim, la soif, la température et l'oxygène. Ça, il n'y a pas de souci. Ah, alors j'ai CCIA qui me propose effectivement d'y mettre un parachute. C'est vrai que ça peut être pas mal, ça aussi. Alors tout à l'heure, vous me disiez du carburant, un moteur, transmission. Bah oui, si tu veux, on peut faire ça aussi. Hop, alors je vais rebasculer sur le jeu, je vais plus voir vos interventions pendant quelques temps. Alors on disait, qu'est-ce qu'il nous fallait? Il nous fallait un parachute. Alors un parachute, j'en ai un petit parachute, voilà, que je vais pouvoir placer sur le sommet de ma petite capsule. Vous aviez envie
de réservoirs de carburant, alors des réservoirs, j'en ai un ici, que je vais coller. Alors c'est ça qui est vraiment très très intéressant dans ce jeu, que j'aime beaucoup, hein, j'y joue très régulièrement. Pourquoi? Parce que en fait, dès qu'on veut mettre des éléments, ils vont naturellement, vous voyez, se coller aux parties qui conviennent. Donc évidemment, ça m'empêche pas de mettre mon réservoir de carburant dessus, si j'ai envie. Je suis d'accord avec vous, ça va voler un petit peu moins bien. Mais voilà, c'est vraiment très très user-friendly, c'est vraiment très simple à utiliser. On prend les choses, on les colle, on met autant d'éléments qu'on veut, et puis après on se retrouve sur le pas de tir pour voir si il se passe quelque chose, si ça décolle. On avait un moteur, effectivement, ça peut être intéressant de poser un moteur qui va utiliser donc le carburant qui se trouve juste au-dessus de lui. Si je reviens, Anna avait proposé aussi un bouclier thermique. Alors pour l'instant, vu qu'on va pas dans l'espace, on va pas mettre de bouclier tout de suite. Le bouclier thermique, ce sera peut-être pour une prochaine session où on ira sur la Lune. Et là, effectivement, on aura certainement besoin d'un bouclier thermique pour tout ça. Pourquoi avoir pris une capsule MK1? Parce que c'est la plus petite, c'est la plus simple. C'est celle qu'on a de base en plus quand on commence le jeu. Donc comme ça, si certaines personnes ne connaissent pas KSP, bah, ils ne seront pas forcément dépaysés en regardant ça. Pourquoi pas donc une Tesla? Alors non, malheureusement, ça j'ai pas de Tesla. Des ailerons, bon bah vous avez tout en fait. J'espérais que vous me feriez péter mon Kerbal, mais comme vous prenez toutes les mesures de sécurité possibles et imaginables, et bien évidemment on va le garder en sécurité. Alors effectivement, l'aérodynamique est quelque chose de très très important, puisque si je veux que ma fusée monte bien droit, il va falloir que je m'assure que sa trajectoire soit stable. Et alors il y a plusieurs moyens pour ça, mais effectivement le moyen le plus simple, eh bien ça va être effectivement de poser sur le bord de ma petite fusée des ailerons qui vont lui permettre de monter correctement, de monter bien haut, de monter bien droit. Alors mon aileron là il est un petit peu grand, celui-ci aussi est pas mal grand. C'est vrai que j'ai fait une fusée relativement petite. Alors c'était pas pour rien que je l'ai fait petite, ça nous permettra de l'agrandir un petit peu après. Oui, alors non, on va peut-être pas mettre directement une aile d'avion dessus. Bon, bah écoutez, on va commencer avec des petits ailerons qui sont comme ça. Alors, l'inconvénient lorsque je veux commencer avec ma fusée, c'est effectivement que si je veux mettre 3 ailerons, il va falloir que je fasse attention à ce que ces ailerons soient répartis de manière bien régulière autour de la fusée. Alors pour ça, on a un petit élément qui est tout en bas à gauche, qui se trouve ici, vous voyez, un petit élément que je multiplie par 2, par 3, par 4, par 6, par 8, et bien ça va me permettre de multiplier les éléments et le jeu va se charger de les mettre de manière bien équilibrée. Vous voyez, si je veux mettre par exemple 3 ailerons, donc j'utilise le petit outil de symétrie qui est en bas, je lui dis que je veux une symétrie par 3, et dès que je prends mon aileron, et bien j'ai tout de suite 3 ailerons qui vont se poser, qui vont être bien symétriques, posés correctement. Ça c'est notre premier élément, effectivement, c'est notre première fusée qu'on peut aller poser sur le pas de tir. A priori, si on a tout fait correctement, eh ben on va pouvoir la lancer. Il faut toujours un petit temps de chargement pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Alors, elle n'est pas très impressionnante, hein, notre fusée, ça je suis complètement d'accord avec vous. Elle n'est pas très impressionnante, mais elle devrait suffire normalement pour un tout premier vol. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez en bas, ici au milieu de l'écran, je vais avoir sur le côté une petite jauge, en fait, une petite jauge que je peux faire monter ou descendre. Cette petite jauge, elle va me permettre... Ah oui, pardon. Hop. Cette petite jauge, regardez sur la gauche ici, elle va me permettre de monter ou descendre la puissance de mon moteur. Donc évidemment pour le décollage, je veux avoir une puissance qui est maximale. Et puis on arrive avec le fameux compte à rebours. Si, il va se passer quelque chose de très très moche, mais justement c'est très intéressant, ça va nous permettre d'aborder rapidement ce point aussi. Donc on va faire notre compte à rebours, 5, 4, 3, 2,
1. Et le moteur se met en route. Le problème, c'est que derrière le moteur, eh bien, j'ai mon parachute qui s'est ouvert exactement en même temps. Alors, lorsque j'ai annoncé que je jouerais sur KSP, un certain nombre de personnes m'ont demandé si on allait avoir des explosions. Là, le parachute est levé, donc effectivement des explosions, on l'a un petit peu évité. On n'est pas monté très haut, on est monté, vous voyez tout en haut de l'écran, on est monté à 500 mètres d'altitude, 600. C'est pas gigantesque, c'est pas énorme. Alors pourquoi est-ce que le parachute s'est déployé au milieu ? Eh bien, je vais revenir à l'intérieur de mon hangar d'assemblage et je vais vous parler d'une dernière petite chose qui peut vous aider, qui va être très importante si vous démarrez ce jeu. C'est la petite partie qui se trouve en bas à droite de l'écran. Cette petite partie en bas à droite, on voit un petit parachute et on voit un petit moteur. Cette petite partie est très importante parce qu'elle va déterminer quel élément va être déclenché après quel autre. C'est-à-dire ça va déterminer la séquence des différentes phases de mon vol avec un allumage du moteur, la séparation des boosters, la séparation du premier étage, etc. etc. Donc là, actuellement, ce qui est défini ici, c'est que le moteur s'allume en même temps que le parachute se déploie. Ce qui effectivement n'est pas très aérodynamique. Donc je vais rajouter une petite case. Donc je vais mettre d'abord en bas l'allumage du moteur, case numéro 1, et ensuite le déclenchement du parachute, case numéro 2. Cet outil de déclenchement se lie du bas vers le haut. Donc là, la première action qui sera faite en appuyant sur la touche espace sera d'allumer le moteur, et la deuxième action qui sera faite sera l'action du parachute. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Mettez dans le rouge, ça va être marrant, évidemment, ça va être marrant. Enlever le parachute, ça détruira le pas de tir. Oui, c'est pour ça qu'on va éviter de faire des pas de tir. Est-ce qu'il y a des boosters à propergol solides comme Atlas 5 ? Très bonne question. Évidemment qu'il y a des boosters. On va en rajouter. Tu peux pas mettre un timer sur le déclenchement du parachute. Alors le parachute peut se déclencher de différentes manières. On peut le déclencher manuellement ou on peut aussi faire en sorte que le parachute se déclenche par exemple à une certaine altitude. Comme ça, eh bien, quand j'ai demandé au logiciel de me déclencher le parachute, eh bien, il ne le déclenchera que lorsque je serai à 1 km, 2 km, 5 km d'altitude. Donc il y a tout plein de petits réglages effectivement qu'on peut faire. Une fois que ça c'est fait, on va retourner donc pour notre premier lancement. Un lancement qui quand même s'était plutôt pas trop mal passé. On va juste voir avec la quantité minimale de carburant jusqu'à quelle altitude on peut monter. Et puis ensuite, eh bien, on essaiera évidemment d'aller un petit peu plus haut et un petit peu plus vite. C'est parti. Le décollage se passe jusqu'ici très bien. Voilà. On a aussi, donc, on voit les effets aérodynamiques. Et par contre, au dernier moment, eh bien, notre fusée s'est balancée sur le côté. Alors c'est intéressant, ça va me permettre justement de vous parler un tout petit peu de l'aérodynamique. Là, on est monté un peu plus haut. On est monté jusqu'à 800 mètres d'altitude. La trajectoire de ma fusée, je peux la voir dans un autre mode, qui est celui-ci, où cette fois-ci, je vois, vu du haut, la trajectoire de mon mobile. Et là déjà, on remarque quelque chose d'intéressant, c'est que, vous l'avez vu, moi je suis monté tout droit vers le ciel, et là j'ai une trajectoire qui n'est pas tout droite, hein. On voit que cette trajectoire est légèrement déviée vers l'est. Mon module, ma fusée est en train de retomber. Alors pourquoi ça ? On va y revenir aussi tout à l'heure, parce que ça c'est très très intéressant. On est en train de redescendre à toute vitesse, et puis évidemment, si j'en ai envie, eh bien je peux ouvrir le parachute. Donc comme on le disait, hein, vous l'avez vu sur la gauche, là, mon réservoir est entièrement vide. Et puis si je demande à déployer le parachute, ce parachute eh bien, va faire rien du tout puisque la descente était trop rapide, le parachute a été arraché. Et nous avons notre première mort. Bravo à tout le monde. Merci pour tout. Le gros avantage, évidemment, c'est que des Kerbal, on en a à l'appel.
et que si c'est pas le premier, eh bien ce sera le deuxième ou le troisième qui retournera dans l'espace. Je vais revenir dans mon module d'assemblage et puis on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Merci Omeridac, merci Minus. C'est pas grave, hein, on en a plein, ils sont tous volontaires. De toute façon, ils savent absolument pas ce qui les attend, donc tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la fusée s'est mise à tourner de manière un petit peu bizarre? Alors ça, eh bien, ça va concerner la stabilité d'un vol de fusée. En gros, pour faire simple, quand on regarde un lanceur ou n'importe quel truc qu'on balance en l'air, eh bien, il y a deux éléments qui vont être très importants. Le premier, évidemment, ça va être le poids. La masse de nos lanceurs va toujours être très importante. Il va falloir la régler correctement, il ne faut pas que ce soit trop lourd ni trop léger. Et donc, pour comprendre ce qui se passe quand on lance un objet en l'air, eh bien, cet objet peut toujours être simulé par un seul petit point central d'une masse exactement identique qu'on appelle le centre de gravité. Le centre de gravité, on peut le faire apparaître, il se trouve, vous voyez, ici. Voilà, c'est-à-dire que si je fais juste lancer la fusée en l'air, eh bien elle va tourner sur elle-même autour de ce point. Voilà. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, c'est pareil pour tout ce qui concerne les forces aérodynamiques qui vont s'exercer sur ma fusée. Eh bien ces forces, on peut aussi mathématiquement les réduire à un seul point. Et ces forces aérodynamiques vont se réduire sur le centre aérodynamique que je vous ai fait apparaître et qui, vous le voyez, se trouve, c'est le tout petit point bleu qui est la toute petite boule bleue, et ce centre aérodynamique, eh bien, il est ici actuellement légèrement au-dessus du centre de gravité. Si vous voulez que votre lanceur vole de manière stable, la règle de base, c'est que le centre de gravité soit toujours devant le centre de poussée, enfin le centre aérodynamique. On va essayer de faire une fusée un petit peu plus grande, on va rajouter un autre étage de carburant, et puis on va illustrer de nouveau ce que je viens de dire. Hop, on va rajouter cet étage là, très bien. On va remettre le moteur, on a une fusée déjà qui est un petit peu plus grande. Vous voyez, si je change l'endroit où se trouvent mes ailerons, hop, voilà, si je mets les ailerons en haut, en fait, dans un modèle simple comme celui-ci, le centre aérodynamique va être plus ou moins lié à la position de mes ailerons, parce que c'est sur mes ailerons que s'exerce l'essentiel des forces aérodynamiques qui vont stabiliser la trajectoire de mon vaisseau. Donc si je mets, tiens, on peut le faire, hein, si je mets des ailerons vers l'avant, avec un centre aérodynamique très en avant par rapport au centre de gravité, et ma fusée va décoller, ça posera pas forcément beaucoup de problèmes. Par contre, vous allez voir que sa trajectoire sera abominable. On va le faire tout de suite. Hop, voilà, on remet une poussée maximale, on la fait décoller. Et voilà. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça fonctionne très très mal. Hop, on revient ici. Donc il faut vraiment, et ça paraît relativement logique, hein, la plupart d'entre vous qui ont vu déjà des missiles ou des anciennes fusées ont toujours vu ces éléments aérodynamiques vers le bas, et ça reste très important. Voilà, là je vais avoir une fusée qui va être relativement stable, avec un petit peu plus de carburant, ce qui signifie évidemment que je vais pouvoir monter un petit peu plus haut. Alors je reviens un petit peu sur ce que vous me dites. Ouh la vache, on a un écho abominable. Il faut absolument que je coupe le son. Voilà, il est ici. Ok, alors, qu'est-ce que vous me dites? Sans pilote, j'espère. Non, il y avait un pilote. Important pour les SSTO type avion. Ah ouais, donc là vous partez carrément sur les termes techniques déjà directement. SSTO, effectivement, c'est Single Stage to Orbit. Ce sont des appareils qu'on va construire qui vont aller jusqu'en orbite
sans séparer d'éléments comme on le fait sur des fusées classiques. Alors on va pas parler de SSTO sur cette fois-ci, hein, j'ai plein d'autres choses à vous montrer déjà. Comment faire pour faire monter ma fusée beaucoup plus haut? Tout simple, on va rajouter du carburant. Hein. Plus je vais avoir de carburant, plus mon moteur va pouvoir fonctionner pendant longtemps. Avec évidemment une contrainte qui va être la contrainte de poids. Là encore, pour aller à l'extrême, si je rajoute beaucoup de carburant, j'ai oublié un beaucoup, allez, beaucoup de carburant, voilà, avec mon petit moteur que je vais pouvoir placer ici tout en bas. Je vais mettre mes petits ailerons de stabilisation tout en bas de la fusée, ici, voilà. Donc là j'ai bien mon centre de gravité devant mon centre aérodynamique, ma fusée est normale, et puis je mets ça sur le pas de tir. Donc j'ai normalement largement assez de carburant pour pouvoir aller où je veux. Mais vous l'avez bien compris, le problème que je vais avoir cette fois-ci, eh bien ça va être un problème de poids, puisque si j'allume ma fusée, voilà, le moteur s'est bien mis en route, mais il est absolument pas assez puissant pour pouvoir pousser un truc comme ça. Ma fusée est beaucoup trop lourde et elle ne bougera jamais de mon pas de tir. Déjà j'ai un petit peu de chance parce que comme elle est bien équilibrée, elle ne tombe pas sur le côté. Mais tout ça, ça ne fonctionne pas. Alors comment est-ce que je vais faire? Là je vais très vite sur le principe pour arriver ensuite aux choses intéressantes. Comment je vais faire pour mettre beaucoup de carburant dans ma fusée, mais pour arriver à la faire décoller? Il y a deux solutions. Soit, comme vous me le proposiez tout à l'heure, mettre des boosters de partout qui vont soulever cette masse absolument gigantesque, soit faire une autre chose, ça va être faire en sorte de pouvoir séparer les éléments une fois qu'ils ne servent plus. Ça va être le principe du premier étage, du deuxième étage. Donc on a par exemple notre premier étage qui est ici, mais une fois qu'il sera complètement vide, eh bien, il va constituer une masse inerte, une masse morte, qui ne sert absolument à rien et qui va alourdir ma fusée pour rien du tout. Du coup, eh bien ça on va dire que c'est mon premier étage. En haut, on va avoir mon deuxième étage, avec là encore un petit moteur qu'on va rajouter ici. Alors qu'est-ce qu'on met? On va mettre celui-ci, il est un petit peu mieux dans l'espace. Voilà. Et par contre, ce qu'il va falloir, eh bien, c'est que entre le moteur du deuxième étage et puis le réservoir du premier, eh bien, on va avoir besoin de mettre quelque chose qui va nous permettre de séparer notre fusée au bon moment. Donc c'est ce petit séparateur que je vais mettre ici. Et là, dans ma séquence qui se trouve en bas, eh bien, on va avoir de nouveau plein de choses qui vont se rajouter. Donc mon moteur que je vais faire décoller en premier, ensuite je vais avoir une séparation, après je vais avoir le deuxième moteur, et enfin je vais avoir le parachute. Je peux même d'ailleurs, pour la descente, séparer le deuxième étage de mon petit module. Voilà, histoire que eh bien, je m'économise encore un petit peu de poids. Alors ça va faire du débris qui va retomber sur terre, hein, ça c'est inévitable. Voilà, on est pas mal. Et là déjà, on a une fusée qui va pouvoir monter beaucoup plus haut. Et là, on va pouvoir aborder une autre chose qu'on a vue tout à l'heure et qui maintenant va être très importante, à moins que vous me posiez des questions sur Minmus. Oui, mais on parle pas de Minmus, d'accord? Un briquet à 100 000 $. C'est un petit peu ça, effectivement. Mettre le parachute sur le moteur, oui, oui, on peut tenter. Ça se fait assez rarement hein, dans l'industrie de l'aérospatiale de mettre les parachutes sur le moteur, hein, on va pas se mentir. Allez, on va monter tout ça. Et là, on va regarder un petit peu la trajectoire de ma fusée. Donc moi, je règle ma fusée pour que sa trajectoire soit
toujours parfaitement verticale. Je vais même bloquer, verrouiller sa trajectoire avec ce petit élément, le SAS, qui permet justement, quand il est activé, de garder la fusée toujours dans la même direction. Je mets mon moteur au maximum, et cette fois-ci, vous le voyez, donc regardez sur la gauche, on va voir tous les éléments qui vont se mettre en route les uns après les autres. Je démarre ma fusée, alors elle démarre un petit peu plus doucement, parce que évidemment elle est plus lourde. Vous avez sur la gauche la quantité de carburant restant dans mon premier étage. Vous voyez que petit à petit la barre verte est en train de diminuer. Ce que l'on voit, c'est que en haut de l'écran, l'altitude augmente. Je suis déjà à 2 km d'altitude et je suis encore en train de monter. Et puis en bas, nous voyons ici la vitesse par rapport à la surface qui monte à 360 mètres par seconde. Si vous voulez des km/h, vous multipliez par 3,6, je vous laisse faire ce calcul. Je vais arriver bientôt à court de carburant sur mon premier étage. Et donc lorsque je vais appuyer sur la barre espace, c'est l'étape d'après qui va être activée, c'est-à-dire la séparation du premier étage. Et ensuite j'appuierai encore une fois sur espace pour allumer le moteur suivant. Donc je sépare voilà, mon premier étage qui lui tombe. Et puis je vais allumer le deuxième étage qui va continuer à monter. Et là on va aller sur cette vue là, puisque ce que l'on voit ici c'est la trajectoire de ma fusée. Alors cette trajectoire, je vais couper le moteur, ce que vous voyez là, la trajectoire bleue, c'est la trajectoire qu'aura mon lanceur si jamais je le laisse juste livrer à son inertie, à sa vitesse, à son élan. Donc évidemment quand j'allume le moteur, la vitesse change et donc la trajectoire change. Je remets mon moteur en route. Hop, vous voyez que tant que j'ai du carburant, cette vitesse, cette trajectoire change. Dès que je n'ai plus de carburant, et là ça va devenir intéressant, je n'ai plus de carburant, c'est-à-dire que plus rien ne propulse ma fusée. Et pourtant, bien évidemment, cette fusée est en train de monter. Elle est actuellement à 100 km justement, et elle va monter jusqu'à ce point à 262 km d'altitude. Alors ce point, il y a un petit AP dessus, ça signifie l'apogée. Voilà, l'apogée, c'est le point le plus loin, alors de la Terre pour l'instant. Dans une trajectoire, on appelle ça l'apoastre pour n'importe quel astre. Pour la Terre, ça s'appelle apogée. Donc notre fusée actuellement, même s'il n'y a aucun moteur d'allumé, même s'il n'y a rien pour la propulser, cette fusée elle continue à monter. Pourquoi ? Parce que je lui ai donné une vitesse et qu'elle avance, on va dire, sur son élan, ce qu'on appelle l'inertie. Et donc actuellement, la trajectoire de ma fusée est ce qu'on appelle une trajectoire balistique. C'est-à-dire c'est la trajectoire d'un caillou, je lance un caillou en l'air et on va avoir ce caillou qui va monter et puis qui va redescendre. La différence par rapport à tout à l'heure, ce qui est un peu curieux et qu'on peut voir ici, c'est que j'ai monté parfaitement vertical et pourtant on voit que ma trajectoire, elle est légèrement déviée vers l'est. Pourquoi est-ce qu'elle est déviée vers l'est ? La réponse elle est simple, c'est parce que la Terre tourne. Alors on va dire la Terre, je vais arrêter d'appeler ça Kerbin comme dans le jeu, on va imaginer que c'est la Terre, c'est pareil de toute façon. Parce que la Terre tourne d'ouest en est, et donc lorsque l'on démarre, on a déjà une vitesse vers l'est qui est donnée par le sol, qui se déplace déjà vers l'est, et donc ce petit effet là de fronde, il se ressent puisque lorsque je monte à la verticale, ma vitesse, c'est ma vitesse verticale, plus une légère composante dirigée vers l'est qui va faire que je vais avoir cette petite trajectoire. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important par exemple lorsque sur Terre, je veux lancer un lanceur comme Ariane 5 par exemple. Ariane 5, c'est pas pour rien que Ariane 5 est lancé depuis Kourou, que Kourou se trouve en Amérique du Sud et se trouve sur la côte est de l'Amérique du Sud, en Guyane, et qu'il y a de l'océan à l'est du pas de tir de Kourou, justement parce que lorsque on lance Ariane, on va profiter de l'effet de fronde que la Terre lui donne, et donc le lanceur s'incline toujours vers l'est
pour ajouter cette vitesse que donne la Terre à la vitesse du lanceur. C'est ce qui explique aussi que les boosters, par exemple, lorsqu'ils sont largués, eh bien, ils vont être largués dans l'océan et pas sur les terres. Ça ajoute aussi un élément de sécurité. On ne largue pas des boosters sur des villages. Alors, on ne le fait pas avec l'Agence spatiale européenne, puisqu'on tire depuis Kourou, qui se trouve donc près de l'océan, avec l'océan à l'est. Pareil pour les États-Unis. Lorsqu'on lance la navette spatiale américaine, pareil, les pas de tir se trouvent avec l'océan à l'est. Donc pareil, on largue les boosters dans l'océan. Pour les Russes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on tire depuis le Kazakhstan. Sauf que le Kazakhstan, c'est quand même une zone qui est très très déserte. Et donc effectivement, si on doit larguer quelque chose, ça va tomber dans la pampa. Ça peut ou non être récupéré en fonction de si on veut vérifier un certain nombre de choses. Mais en tout cas, ça gênera pas grand monde. Le plus problématique, c'est actuellement en Chine, puisque en Chine, eh bien, il y a des pas de tir qui sont au milieu du pays, avec des lancements qui, lorsque les boosters sont largués, retombent parfois à proximité de certains villages, voire carrément sur certains villages. Et ça, c'est effectivement un problème qui est beaucoup plus conséquent. Voilà, nous de toute façon dans notre univers virtuel on n'a aucun problème, on peut larguer tout ça dans l'océan comme on le fait, on le larguerait même sur la Terre, que ça ne poserait pas forcément beaucoup de problèmes. C'est quand même vachement cool les gens qui expliquent bien, merci, c'est ça, c'était un peu l'objectif. Pourquoi dire, et pourtant elle tourne, personne ne l'a contesté dans le chat. Effectivement, la Terre tourne, ça c'est clair. Ça ne change rien, et justement ce petit élément de trajectoire que je vous rajoutais est un élément qui nous le montre. Cette Terre tourne à la même vitesse que la vraie Terre. Non, Kerbin fait un tour sur elle-même en 5 heures, ou 6 heures, alors que sur Terre on a un tour en 24 heures. En fait, dans le jeu, Kerbin est une planète qui est plus petite, qui a une atmosphère qui est un peu moins épaisse, et qui a une rotation qui est un peu plus rapide que la Terre. Voilà. On continue ? On continue ? Allez, on va continuer. On va laisser... Ah oui, tiens, tant qu'on est dans l'espace, on va faire un petit truc assez sympa, c'est qu'on va revenir par ici. Et maintenant, je vais larguer mon dernier étage. Et je me retrouve donc avec cette fois-ci Valentina Kerman, qui a remplacé Djebedia, qui s'est écrasé lamentablement sur la plage tout à l'heure. Et ce que je peux faire aussi avec Valentina, alors qu'on est en train de redescendre vers la Terre, eh bien, c'est faire ce qu'on appelle une EVA, une extravéhiculaire activity, c'est-à-dire une sortie spatiale. La voilà, qui se trouve sur sa petite capsule. Je peux même la faire larguer sa capsule. Hop, c'est parti. Et vous voyez une chose, c'est que actuellement, eh bien, Valentina se trouve en impesanteur. Alors, je vais revenir un peu sur les termes, parce que ça aussi c'est important. Souvent, quand on est là, quand on regarde les astronautes flotter à côté de la station spatiale, on parle d'apesanteur. L'apesanteur, c'est un terme qui est faux. Apesanteur, ça signifie qu'il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de force de gravité qui vous attire. Apesanteur, le terme A est un terme privatif qui veut dire il n'y en a pas. Ici, on n'est pas du tout dans une situation où on n'a pas de gravité. La preuve, c'est qu'on est actuellement d'ailleurs en train de redescendre à 600 mètres par seconde, droit vers la Terre. Donc il y a toujours de la gravité. Et ça, c'est un point que je voulais rappeler, qui est très important. Il y a de la gravité, et pourtant on a l'impression que notre astronaute tourne sans gravité, sans peser, rien du tout. D'ailleurs, Valentina Kerman, qui est là, eh bien, elle ne sent pas son propre poids. Elle se sent très très légère. Je suis en train de la ramener doucement vers le vaisseau spatial. J'aimerais bien qu'elle y retourne avant qu'on arrive dans l'atmosphère. Hop, voilà. On est en train donc de redescendre. Alors je peux même accélérer un petit peu le temps. Ça aussi, hein, on n'est pas obligé d'attendre des heures. Hop, j'accélère le temps x2, x3. Voilà, on redescend de plus en plus vite. Et on va arriver progressivement donc dans l'atmosphère terrestre, ou dans l'atmosphère de Kerbin. Et puis, notre vaisseau, on va le remettre dans la bonne direction, voilà, comme ça. Donc là, sa vitesse va être progressivement freinée et ralentie par l'action de l'air,
que l'on voit d'ailleurs hein, lorsqu'on rentre dans l'atmosphère à très haute vitesse. Eh bien, ce frottement très rapide et très important va ioniser l'air. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est ça qui fait cette espèce de flambée que l'on voit ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle du plasma. Ça empêche d'ailleurs les communications, c'est assez problématique. Donc nous, on continue à descendre à vitesse grand V. On va terminer l'atterrissage de notre amie Valentina. Je vais demander de larguer le parachute à partir d'une altitude de 5000 mètres. Voilà. Oups, pardon. Bon, ben moi je l'ai déclenché manuellement, comme ça c'est bien. Donc on arrive près de montagne. Alors on va tomber au pied de la montagne, voilà. Et puis tout doucement maintenant, eh bien, on va laisser Valentina redescendre vers le sol. Alors le temps que Valentina redescende, j'ai accéléré un petit peu le temps, parce que sinon ça peut mettre vraiment très longtemps. On est actuellement à 4 km d'altitude et on descend tout doucement. Et je vais revenir sur un point qui est quand même très important et dont je parlais tout à l'heure, c'est la différence entre apesanteur et impesanteur. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Dans la station spatiale, on dit souvent qu'il n'y a pas de gravité. C'est une erreur, c'est totalement faux. Dans la station spatiale, on est seulement à 400-500 km d'altitude de la Terre, ce qui est très très proche de la Terre. En réalité, la force de gravité que la Terre exerce sur la station spatiale est à peu près de 90% de celle qu'on subit nous sur le sol. Donc c'est quasiment la même. L'apesanteur n'existe pas. Si elle existait, ça veut dire que la station spatiale ne ressentirait aucune gravité. Et là, elle ressent quasiment la même que la gravité terrestre. L'impesanteur, par contre, c'est la sensation, l'impression de ne plus ressentir son propre poids, comme s'il n'y avait pas de gravité. Comment est-ce que ça marche, ça? Alors pour ça, je vais revenir un tout petit peu ici, voilà, et je vous avais gardé une petite photo. Ce qui va se passer, il va se passer à peu près la même chose que ce qui se passe nous sur Terre lors d'un événement qu'en général on essaye d'éviter dans les constructions d'immeubles. C'est ce qu'il se passe lorsque un ascenseur va lâcher. Qu'est-ce qui se passe quand un ascenseur lâche? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'ascenseur va tomber. Nous, dans l'ascenseur, on va tomber. Une pomme qu'on aurait dans la main va tomber. Et ce qui est très important et qu'on a compris depuis des siècles, c'est que lorsque les objets chutent, à moins qu'il y ait des perturbations à côté, tous les objets chutent exactement à la même vitesse. La masse des objets ne change absolument pas la vitesse de chute des objets. Une plume, une pomme, un homme, un ascenseur, une femme, tout tombe exactement à la même vitesse. Nous sur Terre, si une plume ne tombe pas à la même vitesse qu'un crayon, c'est parce qu'il y a l'air et que l'air exerce une force de frottement sur la plume qui va complexifier le problème. Mais s'il n'y a pas d'air et s'il n'y a pas de frottement, eh bien tout chute exactement à la même vitesse. C'est ce qu'on voit par exemple ici. Vous voyez sur la gauche, j'ai un ascenseur normal, immobile. Le petit bonhomme qui est dans l'ascenseur, eh bien, il s'est mis sur une balance et il voit qu'il pèse un poids normal de, je sais pas, 70 kg par exemple. Lorsque l'ascenseur descend, eh bien là, on va, pendant que l'accélération de l'ascenseur, on va avoir l'impression qu'on pèse un petit peu moins lourd. Vous l'avez tous ressenti lors de la descente de l'ascenseur, on a l'estomac qui remonte un petit peu. Si par contre l'ascenseur montait en accélérant très fort, là on se sentirait plaqué contre le sol de l'ascenseur, évidemment la balance marquerait un chiffre plus important. Et si par contre on coupe les câbles de l'ascenseur durant la chute, comme l'ascenseur, le bonhomme et la balance tombent à la même vitesse, pendant le temps de la chute, qu'est-ce que ressent ce bonhomme? Eh bien, pendant le temps de la chute, évidemment, l'ascenseur et le bonhomme sont soumis à la gravité, puisqu'ils sont en train de se projeter vers le sol en bas, mais tant que le choc en bas n'est pas fait, l'homme dans l'ascenseur eh bien, va ressentir tout simplement la même impression que s'il n'y avait pas de gravité, c'est-à-dire qu'il va flotter à l'intérieur de l'ascenseur. Vous voyez ces deux jeunes hommes absolument ravis de tomber vers le sol
pour nous faire tester la physique. Et c'est exactement ça que l'on ressent lors d'une chute d'ascenseur ou lors de n'importe quelle chute libre. Et donc c'est ça aussi que Valentina, tout à l'heure dans notre vaisseau, ressentait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le moteur s'éteint, eh bien tout le reste de la trajectoire balistique, évidemment la fusée est soumise à la gravité terrestre, mais comme Valentina et la fusée chutent, ont la même trajectoire avec la même vitesse et font cette chute libre de la même manière, eh bien Valentina va avoir l'impression de flotter et de ne plus avoir aucun poids. Voilà, c'est la différence donc entre apesanteur, qui est une situation qui n'existe pas, une situation où on ne ressent aucune gravité, il n'y en a pas dans le système solaire, et l'impesanteur, c'est-à-dire faire comme si on ne ressentait rien. Évidemment, vous commencez à me voir venir, puisque ce dont je vais vous parler ensuite, eh bien, ça va être un autre homme qui ne ressent plus, qui a l'impression en tout cas de ne plus ressentir la force de gravité, c'est n'importe quel astronaute. Alors ici on a un homme, il y a aussi des femmes astronautes évidemment, et ça va être exactement la même chose. Voilà. Alors, on va revenir sur notre KSP, hop, ici. Alors, on est toujours en train de chuter. Bon, on va revenir au hangar d'assemblage du véhicule. Donc là, on a vu que cette fusée, elle nous permettait tranquillement d'arriver jusque dans l'espace. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est ne pas redescendre. Donc j'aimerais pouvoir arriver là-haut avec encore suffisamment de carburant pour pouvoir cette fois-ci me mettre en orbite autour de la Terre. C'est ce qu'on va faire. Et pour ça, on va suivre les conseils de tous ceux qui ont joué un petit peu à KSP. Ça va être... Oui, elle a survécu. Je l'ai ramenée à la maison. Elle se retrouve de nouveau dans ma fusée. Elle attend pour le prochain décalage. Eh bien, il faut juste que notre fusée aille encore plus vite pour lui faire économiser du carburant. Alors, qu'est-ce que je fais pour lui faire économiser du carburant? Eh bien, je vais rajouter autour de ma fusée ces fameux boosters dont vous me parlez tout à l'heure. Alors, on va rajouter 4 boosters. On va les coller au bord de la fusée, voilà. Ces boosters, ils sont où? Ils sont par ici. Où est-ce qu'ils sont mes boosters? Ah, ils sont là, voilà. Hop. Et donc ici, je vais rajouter sur le bord de ma fusée des boosters à poudre. Alors ça c'est aussi assez intéressant parce que là on a les deux manières de propulser une fusée, soit avec un moteur classique, celui qu'on avait tout à l'heure, qui lui est propulsé avec du carburant liquide. Alors dans la fusée Ariane par exemple, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène liquide qui sont mélangés. Vous savez que l'oxygène et l'hydrogène sont très réactifs. Donc ça produit énormément d'énergie, donc c'est ça qui alimente ce moteur. Et puis ici, on va avoir plutôt des moteurs à carburant solide. La différence entre les deux, c'est que un moteur à carburant solide, eh bien, je ne peux pas l'arrêter une fois qu'il a été lancé. C'est-à-dire qu'une fois que la combustion a démarré, eh bien, je ne peux plus rien régler. Je ne peux pas régler la poussée, je ne peux pas régler le temps pendant lequel je veux que ça reste allumé. Donc en général, ces boosters vont juste servir à me donner de la patate au départ, ensuite je les largue, et après je vais régler plus finement les choses avec les moteurs à carburant liquide du premier étage qui est là en bas, et puis du deuxième étage qui se trouve un petit peu plus haut. Et là normalement, si je ne me trompe pas, rien qu'avec ça, eh bien on va pouvoir faire deux choses, c'est-à-dire d'abord monter dans l'espace, et une fois qu'on va arriver dans l'espace, eh bien essayer de se mettre en orbite. On ne va pas tout faire en même temps. On va séparer les deux choses. Allons-y. Et puis là encore, eh bien, on va expliquer une nouvelle chose. Est-ce que vous avez des questions pendant que ça charge? Booster à propergol liquide. Les moteurs fusée à propergol solide ne sont pas moins performants. C'est pas forcément une question de performance. C'est surtout une question de capacité de réglage. C'est-à-dire qu'un booster, je règle rien du tout. Je mets l'allumette dedans,
et de toute façon, même si je veux l'éteindre, je ne peux pas le faire. Donc je suis obligé d'attendre qu'il soit vide pour ça. Donc ça donne beaucoup de vitesse au départ, surtout lorsque la fusée est lourde, donc ça aide au décollage, mais pour tout ce qui concerne la navigation spatiale, un booster c'est absolument inutile, puisque je peux pas le régler, je peux rien faire avec. Donc ça sert en général surtout au décollage, au départ, c'est ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs. Alors on a eu un petit souci là, c'est pas grave, je fais un petit réglage. Hop, voilà. Donc on va pouvoir allumer le moteur principal plus les boosters. Ensuite on va larguer les boosters et après on verra ce qui se passe. Allez, on y va, c'est parti. 3, 2, 1. Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, évidemment, le décollage se fait beaucoup plus rapidement. Si vous regardez le carburant qui est en train de s'user ici, vous voyez que le carburant des boosters s'use beaucoup plus vite que le reste. Mais ça nous a donné toute la poussée dont on avait besoin. Et dès que le carburant des boosters est arrivé à 0, hop, je peux les larguer. Je les ai largués. Malheureusement, les effets aérodynamiques ont fait que, en se séparant, eh bien, ils ont cogné mon moteur, ce qui fait que je n'ai plus de moteur du premier étage. Alors, on va dire que c'est exactement ce que je voulais faire pour illustrer une chose qui est arrivée, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, avec un lanceur Soyouz russe, où en fait on a eu un souci un petit peu comme celui-là. Souvent lorsque les boosters sont largués, il faut qu'on fasse très attention à ce que lorsqu'ils se détachent du corps de la fusée, eh bien ils s'éloignent rapidement pour ne pas revenir frapper le corps principal de la fusée. Et c'est effectivement un incident qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur un lanceur Soyouz et qui a nécessité d'ailleurs l'éjection d'urgence du module dans lequel se trouvaient les astronautes. Donc on vient d'illustrer quelque chose qui malheureusement peut encore exister autour de nous. On va se remettre. L'avantage entre un module Soyouz et le jeu, c'est que si votre décollage n'a pas fonctionné, vous pouvez retourner directement sur le tas de tir et recommencer pour une deuxième fois. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même bien pratique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu différemment. On va dire qu'on ne va allumer que les boosters, pas l'étage. On va pas prendre trop de vitesse. On a vraiment gagné beaucoup trop de vitesse. Et puis ça va bien se passer comme ça. Allez, c'est parti. Donc vous voyez que je ne mets pas de puissance comme je suis en train de faire dans mon moteur. Je mets le moteur principal à 0. Et là on va monter que avec les boosters. Ça monte un peu moins vite. C'est un peu moins efficace. Mais au moins une fois qu'il faudra les séparer, eh bien ça fonctionnera certainement mieux. Allez, on attend que les boosters soient vides. Voilà, on va les larguer. Mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, qu'est-ce que vous me dites? On a bien vu les effets aéro qui ont replaqué les boosters vers le centre, très clairement. D'Aquites, toujours la pointe légèrement plus vers l'extérieur, et pour ça, découpleur un peu au-dessus du centre de masse du booster, séparé pour générer un couple dans le bon sens. Voilà. Comme dit Chichi 2029, en plus j'avais fait plein de tests tout à l'heure, et ça marchait super bien, je suis dégoûté. C'est pas grave, on a encore un peu le temps. Ah, il est déjà 17h. Bon, ben on va s'arrêter une fois qu'on aura réussi à faire une orbite. J'avais tellement de choses à vous raconter, c'est passé tellement vite. Bon, ou alors on continue un petit peu, hein, de toute façon, j'ai pas un horaire strict. Une explosion comme demandé au début. Ça tient à pas grand chose en termes de déplacement du booster sur son découpleur, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça tient à pas grand chose.
Je vais revenir ici. Voilà. Hop, je vais regarder. Alors sinon, il y a une autre manière de faire. C'est un peu bourrin, mais au moins ça fonctionne. Parce que là, j'ai pas envie de m'embêter. Il se trouve que dans KSP, on a des tout petits boosters mini-micro. Vous voyez ce tout petit booster qui est là, voilà. Tout petit. Alors celui-là, il sert justement à être placé sur les boosters pour les écarter au moment de la séparation. C'est-à-dire que je mets ce petit propulseur ici. Clac. Et donc en fait, lors de la séparation, eh bien, ces petits propulseurs vont s'allumer et ils vont pousser la tête du booster vers l'extérieur, ce qui normalement devrait permettre d'éviter que on se casse la figure. Voilà. J'ai envie de faire comme ça. On va mettre l'étage principal. Lors de la séparation, on va avoir aussi donc la séparation plus les petites boosters qui s'allument en même temps. Et tout ça devrait nous permettre de fonctionner correctement. Voilà. C'est le fameux syndrome du ça marchait tout à l'heure. C'est exactement pareil, je vous assure. Bon, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas un mode pour remplacer les Kerbal par des minions? Peut-être. Je sais pas. De toute façon, effectivement, comme dit Chichi 2099, sur ce jeu, il y a tellement de modes qu'on peut changer quasiment tout le jeu entièrement. C'est pour ça aussi que j'ai voulu le garder tel quel. Allez, on y retourne une dernière fois. Et puis, on va aller mettre en orbite notre fusée, parce que c'était quand même ça l'objectif. Hop. Parce que j'aimerais quand même vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on a un élément en orbite. Donc là, ça va être notre dernière chance. On y va. On lance tout. Et c'est parti. Voilà. Donc là, on monte bien. Notre fusée vibre un petit peu, mais ça c'est normal, c'est pas très grave. Et vous allez voir, quand je vais séparer les boosters, eh bien les petits propulseurs sur le dessus vont s'allumer et vont normalement éjecter les boosters sur le côté. On y va. Voilà, très bien. Et on peut continuer à monter tranquillement. Alors en fait, je vais monter sur Kerbin, l'atmosphère est à 70 km. Donc je vais continuer à monter jusqu'à ce que mon apogée soit à environ 80 km, ça y est. Et maintenant, eh bien, j'arrête le moteur, je garde mon carburant, puisque de toute façon, simplement sur ma lancée, je sais que je vais monter jusqu'à une altitude de 80 km. Le problème, c'est qu'à 80 km, eh ben, je vais redescendre. Si je veux pouvoir tourner autour de la Terre, eh bien, il faut que je profite de cet effet de fronde que la Terre m'a donné vers l'Est, et que donc j'incline ma fusée vers l'Est. Voilà. À l'horizontale. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que lorsque j'arriverai au sommet de ma trajectoire, eh bien, je rallumerai ma fusée, et cette fois-ci, je vais faire en sorte que sa vitesse horizontale augmente, afin, au lieu de tomber ici juste dans l'océan en dessous de moi, eh bien, de tomber de plus en plus loin. Et si j'arrive à accélérer suffisamment, eh bien, vous allez voir que je ne retomberai plus jamais, et à ce moment-là, eh bien, je serai en orbite, tout simplement. Voilà. J'arrive bientôt au sommet de ma trajectoire. Alors on va pas faire un truc très très propre, c'est pas très grave. Vous voyez, je suis déjà à l'horizontale, je suis prêt à allumer mon moteur. Voilà, on va l'allumer un petit peu avant d'arriver au sommet. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Je rallume mon moteur. Et cette fois-ci, je pousse à l'horizontale et regardez, ma trajectoire, elle, eh bien, elle est en train de s'élargir petit à petit. C'est-à-dire que, vous voyez, si je coupe le moteur maintenant, hop, eh bien, ma fusée, eh bien, elle ne retombera pas juste en dessous, elle va retomber loin dans l'océan. Et puis moi, eh bien, je continue
à augmenter, donc ma vitesse horizontale augmente de plus en plus, et plus ma vitesse horizontale augmente, plus mon point de chute va être éloigné par rapport à l'endroit où je suis. Mon carburant sur la gauche est en train de diminuer jusqu'à 0. C'est pas grave parce que ça n'est que le premier étage. J'ai encore le deuxième étage qui va prendre le relais. Je me sépare et je rallume mon deuxième étage. En plus, comme je suis beaucoup plus léger, ça va beaucoup plus vite. Et maintenant, si vous regardez bien, eh bien, à force d'avancer à l'horizontale, eh bien, j'ai une trajectoire qui fait que mon vaisseau ne retombe plus jamais sur Terre. J'ai coupé le moteur, donc plus rien ne me propulse. La seule chose qui me fait avancer, c'est toute la vitesse que j'ai donnée à ma fusée lorsque j'étais à l'horizontale, quand j'ai allumé mon moteur. Et cette fusée, elle est toujours attirée par la Terre. C'est d'ailleurs le fait qu'elle soit le fait qui prouve qu'elle soit attirée par la Terre, c'est que sa trajectoire est incurvée par la gravité terrestre. Sauf que la vitesse horizontale que je lui ai donnée est tellement grande que en fait ma fusée avance plus vite qu'elle ne tombe. Ce qui fait qu'en réalité, eh bien, elle chute en permanence, mais comme elle chute vers l'avant, eh bien, sa trajectoire ne lui fait jamais toucher le sol. Une orbite, c'est une chute libre, mais une chute libre avec une vitesse tellement grande qu'on loupe la Terre en permanence. Voilà ce que c'est une orbite. Et voilà ce qui nous fait avancer autour de la Terre, on voit bien qu'on avance. Voilà ce qui fait avancer la Station spatiale internationale, par exemple. Elle avance à une vitesse de 28 000 km/h. Évidemment, pour aller suffisamment vite pour louper la Terre, il faut aller extrêmement vite. Donc presque 30 000 km/h, ça c'est la vitesse de rotation de la Station spatiale autour de la Terre. À cette vitesse-là, elle fait 16 fois le tour de la Terre en une seule journée. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ne plus ressentir son poids lorsqu'on se trouve dans la station spatiale, parce qu'aucun moteur n'est allumé, et parce qu'on est en chute libre, exactement comme l'ascenseur. La seule différence, c'est qu'au lieu de tomber à la verticale vers le sol, eh bien, j'ai donné une vitesse horizontale qui fait que ma trajectoire s'incurve, mais jamais suffisamment pour retourner vers le sol. Donc, voilà pour cette chute libre permanente, cette orbite. Vous voyez que dans une orbite, il y a deux points qui sont importants. Le point qui est ici à gauche, c'est le périgée, et le point qui est là-bas à droite, c'est l'apogée. Le périgée et l'apogée, c'est le point le plus proche pour le périgée de la Terre, et l'apogée, c'est le point le plus lointain. D'ailleurs, le mot apogée est rentré aussi dans le langage courant, quand on dit qu'un artiste, par exemple, est à l'apogée de sa carrière, hein, c'est là où il est au plus haut de sa carrière. Ben pareil, ici, sur une orbite est toujours classiquement déterminée par ces deux points, le périgée et l'apogée. Ici, par exemple, si on rallume encore un petit peu les moteurs de ma fusée, eh bien, je vais rallumer ma fusée jusqu'à vider complètement son carburant. Ah ben j'ai plus de carburant, voilà, ben c'est encore mieux. Donc vous voyez que ici j'ai une orbite qui est un petit peu ovale, on dit qu'elle est elliptique. Plus elle sera elliptique et plus mon apogée sera loin de la Terre par rapport à mon périgée. Pour terminer pour aujourd'hui, du coup j'aurai encore beaucoup de choses à vous raconter sur comment est-ce qu'une fois qu'on est en orbite, on se déplace. Donc ça sera pour la prochaine fois qu'on utilisera KSP. Donc je reviendrai directement à cette étape-là. On n'aura plus à monter autour. Et maintenant, après, je vous raconterai comment est-ce qu'on règle ces trajectoires et comment on se déplace autour de la Terre. Évidemment, plus je vais être loin de la Terre, et plus je vais tourner doucement. C'est la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors j'avais chargé une situation qui est celle-ci. Voilà. Ce qui est bien dans KSP, c'est qu'on peut sauvegarder différentes situations.
et du coup ça nous permet de revenir à ces mêmes situations sans avoir à tout refaire. Donc ici j'ai pareil, j'ai une fusée que j'ai mis en orbite, sauf que j'en ai pas mis qu'une seule, si vous regardez bien, j'en ai mis 3. Voilà, j'ai mis une petite fusée, hop là, proche de la Terre, cette fusée s'appelle orbite basse, j'ai orbite moyenne, et puis j'ai une orbite très haute qui se trouve là-haut. Et maintenant, si on accélère le temps, alors ça c'est une autre propriété très intéressante qu'on utilisera la prochaine fois justement pour bouger autour de la Terre. Comme vous le voyez, si j'accélère un petit peu le temps, vous voyez que quand on est près de la Terre, eh bien, une orbite circulaire se fait très rapidement. Quand on est un petit peu plus loin de la Terre, eh bien, on tourne un peu moins vite. Et quand on est très loin de la Terre, eh bien, on tourne encore moins vite. Ça, c'est valable à la fois quand on se satellise autour de la Terre, mais c'est valable à n'importe quel niveau, à n'importe quelle échelle. Vous voyez, si par exemple on recule, donc là on a la Terre, la Lune se trouve à côté. Dans ce jeu, il y a 2 lunes autour de la Terre, et si on s'éloigne très très loin, donc là vous voyez qu'on a tout un système solaire avec d'autres planètes qu'on pourra aller visiter, et là encore, eh bien, dans le système solaire, la règle est exactement la même, c'est-à-dire que si j'accélère le temps maintenant, vous voyez que la planète Mercure, qui est très proche du Soleil, eh bien, elle tourne beaucoup plus vite, ça veut dire qu'elle rattrape la planète Vénus, qui est un peu plus loin, la Terre tourne un peu moins vite, la planète Mars, qui est là-bas en rouge, tourne encore moins vite, et puis les planètes qui sont encore plus loin tournent encore plus doucement. Donc, on se met en orbite autour de la Terre, et une fois qu'on est en orbite autour de la Terre, eh bien, on va se mettre à la hauteur qui va correspondre à la vitesse à laquelle on veut tourner autour de la Terre. Si on veut tourner très vite pour avoir des satellites qui passent très rapidement et très souvent au-dessus de beaucoup de pays, et bien là on va plutôt se mettre très près de la Terre. Si par contre on veut des satellites qui sont beaucoup plus lents, et bien on va se mettre beaucoup plus loin, donc c'est un choix aussi que l'on va faire. Alors les choix des orbites, pourquoi est-ce qu'on se met plus ou moins loin, pourquoi est-ce qu'on va avoir des orbites qui se passeront au niveau de l'équateur ou au niveau du pôle, et bien ça, ce sera le sujet de notre prochain rendez-vous, puisqu'il est 17h. Alors, juste avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez déjà des questions sur tout ce que je viens de vous raconter? Voilà. Il faut planifier une mission de secours. Oui, tout à fait. Ce qui va t'arriver lorsque tu joues à KSP, c'est effectivement que tu peux envoyer un astronaute en orbite autour de la Terre. Tu t'aperçois que tu n'as plus de carburant, et donc tu dois planifier une nouvelle mission qui va faire en sorte que tu fasses un docking, c'est-à-dire ce qu'on appelle un rendez-vous orbital. Donc le but du jeu, ça va être que le vaisseau que tu envoies, eh bien, rejoigne le vaisseau qui est en perdition, et si tu arrives à les faire se rejoindre, et si tu as prévu la place dans ton vaisseau de secours, eh bien, tu vas pouvoir faire en sorte que ton petit Kerbal eh bien, retourne dans l'autre vaisseau et soit ramené sur Terre. Donc ça fait partie des choses qui sont utilisées, qui sont faites dans le jeu. C'est les rendez-vous orbitaux, c'est vraiment quelque chose de très fin, de très compliqué. Alors c'est bête parce que j'avais prévu de vous en montrer un justement, de vous montrer comment est-ce qu'on arrivait dans la station spatiale avec ce genre de rendez-vous orbital, mais malheureusement on n'aura pas le temps de le faire. Donc la prochaine fois on essaiera de se déplacer en orbite, on essaiera de changer nos orbites, on essaiera de faire des rendez-vous orbitaux, on essaiera de revenir sur Terre, et ça se passera la fois suivante, j'aurai encore plein de choses à raconter. L'idée c'est, comme vous le voyez, que ce jeu est suffisamment réaliste pour que, même si c'est pas la bonne planète, même si c'est pas la même atmosphère, même si c'est pas les mêmes altitudes, on retrouve toute la subtilité, tout l'intérêt, toute la difficulté, toute la complexité de la mise en orbite et de la mécanique spatiale. C'est à la fois quelque chose qui est très drôle à faire parce que par essai-erreur, on va toujours finir par comprendre pourquoi on s'est planté et améliorer un petit peu les choses jusqu'à arriver à faire ce qu'on veut. Ça peut prendre du temps, mais ça reste très réaliste. On a vraiment l'impression d'être un ingénieur spatial. On comprend petit à petit les choses. Et puis évidemment, si on ne comprend pas, eh ben, il y a toujours les réseaux sociaux,
Alors je joue pas mal, mais vous avez ici par exemple Dakites et Chichi 2029 aussi que vous pouvez retrouver, qui sont des spécialistes de KSP et qui eux aussi pourront répondre à toutes les questions que vous posez là-dessus. Il nous reste pas mal de choses à faire. J'avais sous-estimé le temps que ça prendrait tout ça, mais c'est pas grave. Moi en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Là on a vraiment vu les bases. La prochaine fois qu'on utilisera KSP, ce sera pas tout de suite. Les prochaines semaines, on aura encore d'autres rendez-vous avec vous. Mais la prochaine fois que j'utiliserai KSP, eh bien, on reviendra à ce niveau-là. Et cette fois-ci, eh bien, on voyagera dans l'espace. On aura encore plein de choses à découvrir. Je pense qu'il est temps, si vous n'avez pas d'autres questions, de vous laisser pour aujourd'hui. On a fait cette première partie de tutoriel et d'explication. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à vous amuser évidemment avec ça. Star Wars c'est du bullshit. Oui, 1000 fois oui, c'est du bullshit. Pourquoi c'est du bullshit? Pour plein de raisons. Mais il y en a une qui est importante. Tiens, alors juste avant qu'on termine, on va quand même en parler parce que ça c'est terrible. Plein de choses. Je vais vous charger une petite partie que j'avais prévue pour vous. Alors là, on est simplement en orbite autour de la Terre. Hein, voilà, on est en orbite, tranquille, on tourne. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que mon vaisseau, qui est là autour de la Terre, mon vaisseau, il avance. Et si vous regardez bien, le moteur est éteint. Je n'ai pas besoin d'allumer mon moteur pour que mon mobile ou mon vaisseau spatial avance autour de la Terre. Si j'allume mon moteur, eh bien je vais accélérer, je vais décélérer, je vais changer de trajectoire. Mais si je n'ai pas de changement à faire, si ma trajectoire est réglée et si ma trajectoire me mène là où je veux, le moteur s'éteint et ensuite on a juste à laisser l'inertie nous emmener jusque là où on veut. Et autour de la Terre, mais encore plus dans les voyages interplanétaires, alors ça on pourra le faire dans un troisième rendez-vous où je vous parlerai des voyages interplanétaires que l'on fait en réalité et qu'on pourra simuler avec KSP, l'essentiel du voyage se fait moteur éteint. Lorsque on envoie une sonde sur Mars, on va avoir la fusée au départ qui va mettre le rover et sa capsule dans l'espace, qui va lui donner la bonne direction, la bonne vitesse, le bon sens. Et une fois qu'on a la bonne direction, la bonne vitesse et le bon sens, on coupe le moteur. Et ensuite, pendant 8 mois, eh bien, la sonde va voyager jusqu'à Mars sans jamais qu'on ait besoin de l'allumer. Alors, sans qu'on ait besoin de l'allumer, c'est pas tout à fait exact, puisque régulièrement au cours de sa trajectoire, on rallumera un tout petit peu le moteur pour faire de petites corrections de trajectoire, mais qui dureront quelques secondes, quelques minutes, c'est très très faible, mais les 9 mois de voyage vers Mars se font moteur coupé, puisque dans l'espace, sans frottement, à partir du moment où vous lancez quelque chose en avant, vous coupez les moteurs, et bien ce quelque chose va poursuivre sa trajectoire éternellement, sans jamais avoir rien à faire. Donc sur Terre, on a besoin toujours que le moteur soit allumé pour que les mobiles avancent, par exemple la voiture, mais pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a des frottements, parce que l'air frotte sur la voiture, en plus frotte d'autant plus fort qu'on va vite, voilà, c'est en V carré, on a la route qui frotte sur les roues, et tous ces frottements font que si on éteint le moteur, eh bien notre voiture va ralentir. Mais sans frottement de l'air ou de la route, eh bien un mouvement persiste en permanence. Ça fait partie de ce qu'on appelle les 3 lois de Newton. Voilà, la loi de l'inertie. Donc Star Wars, lorsque vous avez des vaisseaux qui sont tout moteur allumé en permanence, même quand ils sont sur une trajectoire entre un vaisseau et sa lune, bah ça c'est pas réaliste du tout. Alors après, c'est pas grave, Star Wars n'est pas là pour être réaliste, donc peu importe. Mais effectivement, un ingénieur spatial qui regarde Star Wars dit mais pourquoi ils allument leur moteur, ils consomment du carburant pour rien du tout. Donc effectivement, ça sert à rien. Voilà. Mais évidemment, alors tiens, je suis même en train de me dire, ça pourrait être intéressant un jour.
Ah, je vous ferai peut-être ça un jour, un médiateur at home où on regardera les cohérences et les incohérences scientifiques des films de l'espace. Ça peut être très intéressant ça aussi. Je vous parlerai de la gravité à valeur variable de Armageddon quand on est sur un astéroïde. Ouais, ça c'est une bonne idée. Je la garde, je la note, et puis un de ces quatre, on regardera le lien entre la pop culture et la science, si ça vous intéresse, évidemment. Ça vous va? Oui, bonne idée. Ok, Anne. Bon, bah parfait. Je mets ça dans un coin. Alors, je sais pas si on fera suffisamment de médiateurs at home avant la fin du confinement pour ça, mais on verra après. Peut-être que ces rendez-vous qu'on fait régulièrement avec vous, même quand le confinement sera terminé, peut-être qu'on les poursuivra. Pourquoi pas, si ça vous dit ou si ça vous intéresse. On va y réfléchir au planétarium, on verra la suite qu'on donnera à tous ces moments. En tout cas, pour aujourd'hui, on en a terminé, presque Dispalix. Avant la fin, j'ai posé une petite question au-dessus, la réponse est rapide a priori. C'était quoi ta question? Alors attends, il faut que je remonte le chat. Hop. Dispalix. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Les satellites tournent-ils vraiment moins vite en termes de vitesse de déplacement ou vont-ils moins vite seulement par rapport à leur orbite qui est naturellement nettement plus longue? Oui, ok. Ça c'est la différence entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire, c'est-à-dire en termes de km/h ou en termes de degrés par minute ou par heure. Les satellites tournent vraiment plus vite l'un comme l'autre quand ils sont plus proches. Certes, les satellites qui sont plus loin ont une vitesse qui est plus faible, mais il y a une différence supplémentaire par rapport à ça. Et donc ta question c'est que ce soit tant en vitesse linéaire qu'en vitesse angulaire, on a oui effectivement vraiment une vitesse plus rapide à basse altitude qu'à haute altitude, et le fait que la trajectoire qu'il parcourt soit plus longue ne suffit pas à expliquer ça. Voilà, ça y est, j'ai pu répondre à ta question. C'est bon tout le monde? Ok. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup de votre curiosité, merci à tous ceux qui étaient dans le chat et qui m'ont aidé, qui ont répondu pendant que j'étais dans l'espace. Merci à Adrien qui était ici aussi pour donner des petites informations. Merci au Planétarium pour me permettre de faire tout ça, nous permettre, puisque je vous rappelle que le prochain rendez-vous, eh bien, ce sera YouTuber at Home, cette fois-ci avec Camille, qui sera là vendredi après-midi à 18h. Et quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour un astronomeur at home. Et cette fois-ci, eh bien, ce sera un astrophysicien, Hervé Doll, que l'on recevra et qui viendra nous parler du mot noir en astronomie. En astronomie, astrophysique, il y a beaucoup de choses qui sont noires, les trous noirs, la matière noire, l'énergie noire. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses qui sont noires? Est-ce qu'elles sont réellement noires? On en parlera la semaine prochaine. En attendant, prochain rendez-vous vendredi avec Camille, YouTuber Atome. Merci à tous de m'avoir suivi. Bonne fin de journée, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir à tous.